Bien, mais bonjour, bonjour à tous. On va faire acoustique si vous voulez bien. Le piano acoustique, c'est encore ce qu'on préfère aussi tous. On peut éteindre la lumière de salle. Si vous voulez vous concentrer un petit peu plus sur les images, il va y en avoir beaucoup. Ça va aller relativement vite. Voilà, je crois que tout est dit. On est prêt au départ. Bon, je vous souhaite un excellent voyage. C'est parti. Donc, le mot tempéramentologie, je pense que j'en suis l'inventeur. C'est tout ce qui touche donc au tempérament, que ce soit les tempéraments anciens ou les tempéraments actuels, le tempérament théorique qui est celui du tempérament égal, qui n'est que théorique, ça on va en parler, et puis les différents tempéraments qui permettent de le résoudre finalement, ce qu'on appelle les alternatifs. Donc bon voyage. Et puis je vous remercie déjà de cette invitation, merci Marie, merci Europiano, merci à Marie, à Florian qui m'ont donné la main, à Océane pour m'installer, voilà. Donc les études que j'ai faites autour de ce sujet remontent à peu près à 2012, c'est-à-dire lorsque j'ai cru que j'étais à la retraite. Et plus largement, depuis 1980, année à partir de laquelle je me suis passionné pour l'accord du piano. Et où je n'étais pas en phase totalement avec ce qu'on m'avait expliqué, ce qu'on me demandait de faire sur un piano. Je le faisais, on me disait c'est bien, et ça me plaisait pas. Bon, voilà. On va faire le point donc à travers cette causerie, parce que c'est pas vraiment une conférence. On va faire le point des différents outils qu'on a mis en marche, que ce soit des outils mathématiques, j'ai fait appel à des physiciens, des mathématiciens, à des gens de l'IRCAM qui ont bien voulu s'embarquer, à des gens du CNRS qui ont bien voulu s'embarquer. Et on va voir aussi comment on a pu utiliser les outils informatiques qui ont complètement bouleversé notre approche dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on ne fait plus attention parce qu'on baigne dedans, mais on nous priverait de cet outil qu'on a tous sur nous, ce que j'appelle le nucléus ou le couteau suisse, comme vous voulez. Eh bien, on serait très triste et très malheureux parce qu'à longueur de journée, on utilise cette intelligence qui n'est pas plus artificielle que la nôtre, puisqu'elle commence à fonctionner de plus en plus. Alors, tout d'abord, je vais vous faire un petit saut dans le passé, dans un passé qui n'est pas récent. On a retrouvé à Jiahu, en Chine, un certain nombre de flûtes, une trentaine très précisément, en 1962. Les archéos sont tombés sur un lot de flûtes absolument magnifiques qui sont en os et donc qui sont jouables à nouveau pour retrouver ce que nos anciens appréciaient. Cette flûte, c'est une flûte à 7 trous. La représentation graphique, eh bien, c'est celle du tempérament égal en rouge et en bleu, les fréquences qu'on obtient avec la flûte. Vous notez que progressivement vers l'aigu, les fréquences de la flûte sont à peine un peu plus hautes que les fréquences du tempérament égal théorique. Mais c'est pas mal du tout. Et puis surtout, je vous parle de 7 trous, mais vous notez ce petit trou supplémentaire, ce 8e trou minuscule. Sachez que lorsqu'on le bouche, l'octave est trop courte, vraiment d'un chouïa, mais qui est très désagréable, et lorsqu'on l'ouvre, l'octave est parfaite. Voilà donc le premier geste de technicien, d'accordeur et de luthier qu'on peut trouver dans le passé. C'est dit. Pardon 9000 ans. Oui, tout n'est pas né en Europe. Voilà. On va quand même citer notre grand Pythagore, c'est notre premier math et musicien, vous le savez, c'était il y a 2500 ans. Donc pour ceux qui n'auraient pas entendu la quinte du loup, on va pouvoir se l'offrir. Donc ici vous notez que les octaves l'octave est parfaite. La quarte et la quinte sont pures, ça c'est l'obsession de notre ami mathématicien et philosophe. Et évidemment, on va sacrifier une des quintes, la 12e, que vous n'allez pas tarder à découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Je l'ai mise 3 fois à destination des malentendants. Voilà. En do majeur. C'est sans surprise et c'est pas trop mal. C'est très voisin de ce que vous obtenez si vous faites un tempérament égal en quinte juste. Par contre, si vous jouez un si bémol, on y arrive. Et oui, ça pique un peu. Alors c'est très amusant d'être dans une salle d'accordeur parce que vous faites la même chose dans une salle de masseur kinésithérapeute, rien ne se produit. C'est très étonnant. C'était pas différent. Bon, tu viendras me voir à la récréation, Michel, s'il te plaît. Il faut que je te cause.
Hop, j'ai perdu le curseur. Je vais le retrouver, voilà. Alors, pour un peu, Pythagore, qui a divisé la corde en deux parties, puis en trois pour fabriquer la quinte, et qui en prenant deux parties de ces trois parties, pour un peu, il aurait continué comme ça, en divisant en quatre, en prenant trois parties, puis en cinq, en prenant quatre parties. Il découvrait ce qu'on appelle la série harmonique, tout simplement, et il aurait eu un peu plus d'un millier d'années d'avance sur qui le découvrira, comme Sauveur, par exemple, ou d'autres. Cette série, la voici. Donc évidemment, sur la fin, ça pique un peu. Mais sur le tout début, ça reste harmonique jusqu'au 8e ou au 12e harmonique, selon les entendants, puisque j'ai posé la question souvent à nos étudiants, et certains percevaient des faussetés à partir du 9e harmonique, d'autres après le 12e, etc. Donc on intègre ce que les anciens appelaient les dissonances, qui n'existent plus, puisqu'une dissonance à l'heure actuelle, ça n'existe plus, si le piano est correctement accordé. Il dissonne parfaitement juste. Je voudrais vous faire écouter la même suite harmonique avec un son de piano, mais de façon mélodique. Voilà, et donc tous ces ingrédients ont permis de faire ce qu'on appelle de la musique, et partout de la même manière, grosso modo, sur la planète, puisque la même obsession va guider tous les musiciens. C'est l'octave, c'est la quinte, c'est les redivisions qu'on vient d'entendre. Comment s'est formée notre oreille en réalité? Qu'est-ce qui a fait qu'on a cet attachement à la musique et cet intérêt pour cette magnifique gamme de Do qu'on dit naturelle? Vous la prenez à n'importe quel enfant qui a 2 ou 3 ans sur la planète et en la répétant 2 ou 3 fois, ça y est, cette mélodie est acquise. Qu'est-ce qui a formé notre oreille, à votre avis? Le chant des oiseaux, l'écoute des... Pardon. Alors, réponse ordinaire, ce qui a formé notre oreille, c'est notre voix. Pourquoi? Parce que notre voix est harmonique. Ben là, c'est un spectre vocal de Dédé lorsque celui-ci chante le Do2 du clavier. Quand je chante le Do2, je produis une première fréquence de 131,89 Hz, mais on ne va pas se perdre dans les chiffres, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est que les différents harmoniques, vous allez voir, quand on les divise, flèche de droite, on obtient les quotients ou les rapports 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais pas tout à fait. Vous le voyez, quand on fait les choses rigoureusement, on s'aperçoit que c'est pas totalement net. Donc, voyons ce que donnent leurs interactions maintenant. Alors, si on regarde de près leurs interactions, vous voyez en haut, on prend 100 Hz, et donc à l'intérieur, si je chante la note de 100 Hz que je suis incapable de chanter, à l'intérieur de cette note, qui enrichit ma voix, il y a le 200, le 300, le 400, le 500, etc. Et donc, on retrouve bien les rapports 2 sur 1, 3 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3, etc. Bon. Et donc, dans notre voix, sont formés déjà, au départ, l'unisson, avec le premier harmonique, dont on ne parle jamais, mais c'est l'unisson, d'où notre attachement à l'unisson. Et notre difficulté à s'écarter trop de l'unisson. Le faire sonner, oui. Faire timbrer le piano parce qu'il est un peu soft, un peu trop mou, ou que la laine est trop molle, les poils de souris, ou je sais plus, sur certains pianos. À l'heure actuelle, on ne ferait pas ça. On aurait envie de tendre tout ça. Et donc, l'unisson, il ne faut pas l'oublier. Et puis, on a l'octave. D'où notre obsession d'avoir des octaves relativement justes et la difficulté à écouter les octaves d'un piano accordé en TEQJ selon le système de Cordier, par exemple, pour certains. À moins de s'y habituer, d'accoutumer notre oreille. Et puis, vous avez la carte qui est formée. Et à partir de là, il ne faut pas oublier que si vous avez l'octave et la quinte qui ont été formés au début, eh bien, en même temps, dès qu'apparaît ce troisième harmonique, vous avez la 12e. L'octave plus la quinte. Et je vous ferai remarquer que dans l'ordre de notre recherche d'accords de piano, on a commencé par l'obsession de l'octave, puis on est passé à l'obsession de la quinte pour certains, enfin l'obsession, on a destitué l'octave, on a fait tomber cette octave qui était reine et maîtresse de tout, on a mis la quinte à la place, et puis après on est arrivé à la 12e pure, et vous verrez pourquoi. Et après on a cherché autour de la 12e pure, puisque se baser sur un piano, sur un intervalle pur, c'est pas possible en réalité, pour des raisons que nous allons voir
tout à l'heure. Sur les 4 premiers harmoniques, on a donc l'unisson, l'octave, la quinte et la douzième. Ces interactions, si on les range dans la colonne de gauche, donc dans l'ordre, voilà l'ordre d'apparition, vous l'avez ici. Et donc, le tempérament égal, lui, il veut des octaves pures, des 15e et des 22e. À l'autre bout, on a le TEQJ qui veut des quintes pures, mais en sacrifiant l'octave qui est un petit peu plus grande. Ça, c'est sur la note Fa2. Et des 12e qui vont être, elles aussi, un petit peu plus grandes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je chante le Sol 2? Eh bien, là, vous n'avez pas mis en mémoire, et vous auriez dû, les rapports que je vous ai donnés tout à l'heure sur le Do 2, et vous vous apercevriez que déjà, les rapports se rapprochent un petit peu plus de 2. Alors, on va monter la voix jusqu'à une note qui, pour moi, est difficile à atteindre. Je commence à tendre mes cordes vocales. Je dis bien tendre mes cordes vocales. C'est le Do 3. Ce Do 3, comme j'ai du mal à le produire, eh bien, regardez ce qui se passe. Regardez quels sont les rapports. On dépasse le chiffre 2, on dépasse le chiffre 3, on dépasse le chiffre 4. Ça a été vérifié avec beaucoup de rigueur. Et ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand je tends mes cordes vocales, j'augmente la raideur de ma corde, comme on fait sur les pianos en allant vers l'aigu, où la raideur augmente, et il y a une inharmonicité de notre voix. Alors ne me demandez surtout pas pourquoi on apprécie l'inharmonicité sur un piano, pourquoi cet instrument est l'instrument roi. Non seulement il a des harmoniques qui sont de la série qu'on a dans notre voix nous-mêmes, qui a formé notre oreille. Pourquoi? Parce que c'est transféré par le biais de l'os, qui est le meilleur conducteur qu'on puisse imaginer. Hein. Allez construire des barres d'harmonie pour les pianos en os, vous allez voir, ça devrait le faire. C'est ce qu'on fait pour les violons, en utilisant, etc. Et je voulais finir là-dessus, donc c'est pas étonnant qu'on ait cette attirance et cet attrait pour l'étirement des fréquences au-dessus des fréquences théoriques. On y reviendra. Et donc, quand on compare, effectivement, ne nous perdons pas dans les chiffres, un schéma vaut mieux qu'un long discours. Voilà en bleu mon Do 2, au milieu en rouge mon Sol 2 et mon Do 3, où ça part en tension, un petit peu comme sur un piano. Pourquoi comme sur un piano? Comme le disait Maël à l'instant, eh bien, parce que la représentation qu'on connaît tous, c'est celle de Reisbach, qu'on a mis en 1938, et ce mathématicien qui est un petit peu musicien s'aperçoit que l'accordeur lui accorde son piano sur des fréquences qui manifestement ne sont pas de coefficient 2, enfin ne correspondent pas à la théorie. Et donc il va faire des mesures à l'appareil à l'époque avec des appareils dont il dispose. Il va y passer énormément de temps et il va faire ce tracé qui est complètement disloqué, vous voyez, qui n'est pas régulier. Et il va en déduire ce trait qui ressemble à un S étiré, qui est parfaitement la courbe lissée de l'inharmonicité de son piano. Et vous voyez qu'on descend à 40 centièmes de demi-ton à gauche, pratiquement, et qu'on monte, fait que l'accordeur est monté à droite à un peu plus de 30 centièmes de demi-ton. Voilà la réalité de l'accord de piano. Et grosso modo, à l'heure actuelle, vous faites la même chose, mais le S va être beaucoup plus étiré si vous accordez un menuet, et un peu plus plat, mais très légèrement, si vous accordez un 3 mètres de long, voilà. C'est une évidence. Plus vous augmentez la raideur des cordes, et plus il y a une harmonicité. Et donc, il va falloir trouver quelque part un moyen pratique de résoudre tous les pianos. Parce que si vous théorisez un système qui, pour le menuet, il ne sera pas valable pour le piano de Stéphane Polello, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas non plus pour les autres pianos. D'autant que si vous modifiez la température et si vous modifiez l'hygrométrie, eh ben, l'inharmonicité de l'instrument n'est plus la même. D'où le peu d'intérêt à aller enregistrer les bonnes fréquences sur un piano que vous pensez refaire pour le concert d'après, puisque les éléments ne seront pas les mêmes. Le tableur Bernier, ça c'est une invention. C'est ce qui nous a permis de calculer toutes les vitesses de battement selon les tempéraments. Les tempéraments égaux, la quinte pure de Cordier, la 12e pure de Bernard Stopper, vous commencez à vous familiariser avec les noms, et puis le chasse de Alfredo Capurso, qui était intervenu à l'ITEM plusieurs fois, qui lui a des 12e un petit peu plus courtes et qui agrandit ses 15e du même delta qui réduit les 12e. Et puis ce que j'appelle le CBO, le clavier bien obéi, que j'ai appelé donc clavier bien obtempéré, parce qu'il prétend suivre la courbe parfaite d'une harmonicité de chaque piano et non pas d'un piano théorique, dans lequel on va agrandir l'octave du petit chouïa dont on réduit la quinte. Alors ça, c'est quand vous voulez, ça se passe à l'ITEM et c'est un stage et à vos clés d'accord quand vous le voudrez. Vous allez voir, c'est un régal.
Et on a avec ce fameux Brainier la possibilité, si vous avez des idées, vous programmez soit les fréquences, soit les vitesses de battement, et vous obtenez toutes les vitesses de battement pour l'ensemble d'un piano pour les 88 notes. L'inharmonicité nulle, donc, c'est ce qui fait le tempérament égal théorique. On vous dit, toutes les octaves, les 15e et les 22e doivent être sans battement. Donc, à 0 battement, très bien. Et on vous dit, les tierces majeures, ben, tout simplement, elles sont à 7, 9, 11, vous connaissez ça par cœur. 7 battements sur le Fa2, 9 battements sur le La2, et 11 battements sur le Do dièse. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Sauf que le piano n'est pas harmonique. On vient de le voir, on vient de le dire. Il est comme la voix, il est légèrement inharmonique. Alors, première chose, on prend une courbe lissée, comme celle de Reisbach que je viens de vous montrer. Et on fait le calcul d'une inharmonicité qui est constante. C'est-à-dire, idéalement, ça progresse vers l'aigu d'une façon lisse, et ça va vers le grave d'une façon lisse, comme la courbe corrigée de Reisbach. Très bien. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites des octaves justes, vous le voyez ici, que deviennent les 15e? Vous les avez à cette flèche ici, eh ben, elles sont à peine un peu trop courtes. Mais vous sentez bien que si vous tirez un peu sur la clé, ben, vous allez réussir à rétablir le truc. Sauf que les 22e, on est déjà à moins 22 battements à la seconde sur le Fa2, Fa5. C'est beaucoup. Et les tierces, de notre côté, sont plus lentes, ce qui serait plus joli pour l'oreille de nos anciens. Voilà, par exemple. Après les octaves, voyons ce qui se passe si on accorde correctement les tierces. Alors, si on accorde correctement les tierces, c'est-à-dire sur le 7, 9, 11, ici, 7 et 9 ici, eh bien, les octaves sont à 2,5 sur le Fa2 et ainsi de suite. Les 15e sont beaucoup trop grandes et à peu près kiff-kiff pour les 22e. Mais ça, on a beaucoup de chance parce que l'inharmonicité de notre piano n'est pas lisse. Ça, c'est une rêverie de physicien. C'est pour que la théorie soit lisible par tous. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous rappelez le S étiré de Reisbach, mais vous rappelez aussi les zigzags de l'accordeur. Eh bien, c'est l'accordeur qui a raison, puisque l'inharmonicité d'un piano est irrégulière et que donc il ne peut pas lisser de cette façon-là son travail. Pour pouvoir calculer l'inharmonicité réelle variable, notre professeur de mathématiques pourrait nous en parler longuement. Ben voilà tous les éléments dont on a besoin. Alors, on demande à un fournisseur allemand de nous donner tous les chiffres de son piano. On ne cite pas la marque, puisqu'il a souhaité qu'on ne souhaite pas la marque, mais c'est du puritanisme inutile, puisque c'est vrai pour tous les pianos, y compris les meilleurs pianos comme le Polello ou le Steinway. L'inharmonicité est inégale, donc c'est pas parce qu'ils ne savent pas calculer les plans de cordes. On verra qu'il y a un autre élément important à prendre en compte, et bon, il faut les rassurer là-dessus. Aucun piano n'est lisse dans son inharmonicité, c'est pas possible. Donc quand on prend l'inharmonicité variable, c'est-à-dire un vrai piano, celui qui est là par exemple, si vous mettez l'octave, pardon, on y va, si vous mettez l'octave à 0 battement, ben vous allez avoir la 15e à moins 0,27, un battement toutes les 3 secondes, ça c'est pas mal, mais c'est du vrai bonheur. Et si je tire un peu par la suite, ben je vais pouvoir retomber sur des 22e sans battement. Parfait. Que deviennent mes tierces majeures? Ah ben tiens, c'est pas mal. On n'a pas 7, on a 6,5, on fait un petit peu plus, on arrondit, hein. Et au lieu de 9, on a 8,50. C'est un vrai bonheur, cette inharmonicité variable. C'est un vrai bonheur. En bas sur le tableau, ben, cette fois, on fait les tierces majeures comme le jour de l'examen à l'ITEM quand on est en CAP, 6,93, 7,34, etc., etc. Et là, on s'aperçoit que nos octaves sont pas si mal. On a un battement toutes les 3 secondes sur le Fa2. On a 2 battements 15, donc on va devoir, au contraire, commencer à tasser et à pas trop tirer. Sinon, on se retrouve avec des 22e qui battent 10 fois. Quand on représente tout ça et selon le système qu'on va appliquer pour parvenir au tempérament théorique qui est en bleu là sur ce graphique, ah oui, mais on ne le voit pas. Ben oui, on ne le voit pas parce que quel que soit le tempérament qu'on va appliquer à l'octave Fa2, Fa3 dans notre partition, eh bien, figurez-vous que grosso modo, ça sonne pareil quand vous jouez le Blue Rondo à la turque ou quand vous jouez le Vol du Bourdon, par exemple. Hein. Ça, le cerveau n'a pas le temps d'entendre les différences. Par contre, si on regarde ce qui se passe avec les grands intervalles, bien le voilà, le tempérament théorique est en bleu. Si on accorde en respectant la variabilité, ben vous voyez, on est un petit peu trop court sur les 22e et ça commence à le faire à partir des 17e, on est un petit peu trop court. Si on applique la 12e pure avec l'outil de Bernard Stopper, si on applique la 12e pure, on est en jaune là, et c'est pas si mal du tout. On est vraiment très près de la courbe bleue théorique.
Et si on fait le tempérament égal en quinte pure de Serge Cordier, eh bien là, ça s'envole un petit peu sur les 22e, et on aime ou on n'aime pas. En tout cas, il y a une cohérence mathématique. C'est pas du tout absurde de pratiquer un autre tempérament que le tempérament en 12e pur, par exemple. On n'a pas l'outil mathématique pour faire le calcul de ce qui se passerait, comment on situerait la courbe de mon CBO ou celle de Alfredo Capurso. Pourquoi? Ben parce que nous, on n'a pas de référence sur un intervalle pur, et donc pour le moment, les outils mathématiques ont échoué. Pour le moment. Mais c'est ce qui intéresse le plus les mathématiciens, c'est de tomber des fois sur un cas de figure qu'on ne sait pas résoudre. Et le jour où ce sera fait, leur solution pourra servir à d'autres recherches, probablement. Autres outils qui sont apparus avec la génération numérique, le convertisseur Hertz-Cent. Ça, nous verrons tout à l'heure qu'il est pratique pour comparer différents tempéraments et voir si on n'a pas réinventé l'eau chaude, si quand un auteur a proposé un système, est-ce que ce système n'a pas déjà été fait ailleurs, dans un des pays d'Europe notamment. Ensuite, un transpositeur d'Ofala, pourquoi faire? Eh bien parce qu'au cours du temps, nos anciens ont théorisé leur système, leur tempérament autour du Do, puis après la période baroque autour du Fa, et aujourd'hui, vous le savez, on se réfère à la note. Bravo, très bien. Le comparateur de tempérament, ça c'est une usine à gaz, ça nous a pris beaucoup de temps avec un garçon que je félicite encore parce qu'il était en première S, il n'avait jamais fait de programmation, donc ça s'est fait avec un tableur Excel. On a rentré un peu plus de 300 tempéraments. C'est l'outil majeur vraiment, ça vous pouvez le télécharger sur mon site, vous allez sur andrecalvé.com, c'est gratuit absolument, vous l'avez là, ça se présente comme ça, vous avez de quoi télécharger votre outil et vous avez le mode d'emploi qui est livré avec. Et dans cet outil, donc, vous allez retrouver, ça représente à peu près le 20e des tempéraments auxquels vous pouvez accéder. En bas, vous voyez les valeurs en Hertz qui n'ont absolument aucun intérêt. Et ici, ça vous donne une petite idée. On a donc 339 tempéraments depuis Aaro Pietro qui nous a donné le mésotonique, dont on reparlera, jusqu'à Zarlino qui a frôlé la perfection, mais pour un tempérament sur lequel on ne peut absolument pas transposer. Parmi tous ces tempéraments, ces 339, rassurez-vous, il y en a une soixantaine qui sont dignes d'intérêt. Et parmi les 60, on nous en demande rigoureusement qu'une dizaine, une quinzaine, voilà. Et c'est à nous d'inciter, le jour où on sait les faire, des conservatoires à placer sur 100 pianos, peut-être une vingtaine de pianos sur des tempéraments baroques, puisqu'ils ne jouent pratiquement que de la musique baroque, autant l'entendre comme elle était conçue. Mais ça, c'était un rêve. Voilà quand on compare, grâce à la transformation Hertz-Cent, quand on compare deux tempéraments, ici le Valotti et le Wermeister 3, qui est une référence aussi, voilà ce qu'on s'aperçoit. Avec Wermeister, on est dans les années 1600 et quelques, avec Valotti, on est en 1754, et c'est Tartini qui a fait les calculs, un mathématicien italien, et vous voyez qu'on se rapproche du tempérament égal. Et ça ne va pas cesser. Le mésotonique de Aaron, donc, c'est quoi? Ce sont 8 tierces pures sur le clavier blanc. On veut beaucoup de cette pureté, et donc on va sacrifier 4 tierces qui sont comment? Eh bien, qui sont parfaitement impures. Ici, à droite, vous avez la procédure à suivre. Si vous partez du bas de la colonne chiffrée sur les battements dans l'espace Fa2, Fa3, vous voyez moins de 3, de 8, de 5, etc. Si vous partez du haut, pareil, vous retrouvez 2,5, 2,3. Et là, il ne faut pas avoir peur du tout de se simplifier la vie en arrondissant les 2,3 ou les 2,6 ou les 2,4 à 2,5. Ça permet de faire un tempérament qui va avoir de la chaleur, qui va avoir de belles rondeurs. Donc, vous le simplifiez comme ça sur une feuille de papier, vous amenez ça, vous posez ça sur le piano de concert et vous accordez pour Marcel Pérez, qui sera ravi. Et ça fait maintenant une dizaine d'années que ça dure. Il ne veut rien d'autre que le tempérament mésotonique sur lequel il va improviser lors de 2 concerts chaque année au cloître de Moissac. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Marcel Pérez? Il ne veut que ce tempérament-là. Évidemment qu'il ne joue pas les intervalles qui ne sont pas joués. Ça, c'est évident. Et c'est pas fait pour jouer les répertoires actuels. Ça, c'est une autre évidence. Donc, on n'hésite pas à arrondir ces vitesses de battement. La précision sur la quinte du loup, je vous le signale au passage, elle est absolument sans importance. On se fout qu'elle soit fausse d'un peu ou d'un peu plus ou d'un peu beaucoup plus, ça n'a aucune importance. Donc ici, on va se faire une petite pause musicale.
Là, je vous propose d'écouter donc le mésotonique de Aaron. À droite, on a emprunté à Beethoven une suite d'accords. Cette suite d'accords, vous voyez qu'à chaque ligne, elle baisse d'un ton, et donc on épuise comme ça les 24 tonalités. Donc là, vous allez entendre dans un premier temps la fréquence tempérament égal, puis la fréquence corrigée par le mésotonique. Do dièse, seconde majeure. Donc sur la grille, on va partir en Do, Do La mineur, Fa majeur, Ré mineur, et ainsi de suite. Et on ne va pas l'écouter entier. Ça, vous l'avez sur mon site, vous pouvez en écouter d'autres. Hein. Ce triangle au milieu, vous demandez ce que c'est. Bien, c'est la représentation de la tierce mineure, de la tierce majeure et de la quinte. Plus on est rouge, plus on est loin de l'intervalle pur, je dis bien de l'intervalle pur, plus on est vert, plus on est proche de l'intervalle pur. Et donc c'est assez difficile de faire le distinguo parce que quand on entend si c'est un petit peu faux, ben, il faut diviser le cerveau en deux parties, faire jouer deux hémisphères et savoir si ça vient de notre accoutumance au système actuel ou si ça vient effectivement de la tricherie qui est demandée par le créateur des tempéraments. Alors on s'en écoute un petit bout supplémentaire. Et oui, ça pique. Je savais à quel endroit vous alliez commencer à grimacer. J'en étais sûr. Donc voilà pour ça. Donc du tempérament, du tempéré à l'égal, eh bien qu'est-ce qui s'est passé au cours du temps? Il s'est passé qu'on est parti des mésotoniques, qu'on a transformé, qu'on a essayé de rapprocher quand même pour les rendre intelligibles, pour les rendre un peu plus tempérés, et on verra un cas de figure très, très vite. Mais voyez qu'ici on est très loin, par exemple sur le Zarlino en bleu, quand même moins 70 cents par rapport au tempérament égal, ben, ça fait pratiquement le demi-ton, quoi. Donc c'est beaucoup. Voilà. Et ensuite, par la suite, ben, on a commencé à calculer des tempéraments qui restent inégaux parce qu'on ne voulait pas de l'égal. Pourquoi? Parce qu'on avait peur qu'en jouant en Do majeur, en Ré majeur, en Mi majeur, ça sonne pareil. Ce qui est une erreur sur le piano, par exemple, puisque nos vitesses de battement de tierces, si je joue en Do, si je joue en Ré, les vitesses de battement sont plus rapides en Ré qu'en Do, et ainsi de suite. Oui, mais ça, bon, les calculs n'avaient pas été faits de cette façon-là par nos anciens. Donc, on se rapproche progressivement du tempérament égal. Faut garder une couleur à chaque tonalité, mais il faut en même temps pouvoir jouer de plus en plus dans toutes les tonalités. Ce qui va être le cas avec Wermeister notamment, et on va l'entendre tout à l'heure. Donc voilà les deux extrêmes. Marc Pourg dans les années 1800 en rouge, vous voyez, on colle au tempérament égal, et puis les cas de Colonna ici ou de Zarlino, on est vraiment très loin. Donc, on peut avoir une idée de la localisation géographique des différents tempéraments. Est-ce qu'on a appliqué des tempéraments plus ou moins inégaux en Allemagne, en France, à quelle époque vous savez? Ah, tout ça c'est dans mon bouquin. Tu pourras le feuilleter entièrement et faire les photos de toutes les pages, il n'y a pas de souci. Oui, on le sait, bien sûr. Ah oui, on sait à peu près comment ça se passait. On verra un cas de figure particulier, mais tout de suite, là, celui de Bach, pour lequel, je vous le dirai dans 3 secondes. Patience. On va écouter le Wermeister 3, qui est une référence, et vous allez voir que, finalement, par rapport à un accord correct réalisé par un CAP de première année, c'est pas si mal pour nos oreilles. Pardon. Pourquoi là, l'image a fui? Ça a fuité. Voilà. Vous voyez, c'est pas imbuvable, c'est pas inécoutable. On en est loin. Et donc ce système, vous le voyez à la flèche de droite, eh bien, que sont les quintes?
toutes pures sauf 4. On répartit le comma pythagoricien sur 4. Alors après ça, on va commencer à le répartir sur 5, puis sur 6, jusqu'au moment où on va arriver à le répartir sur 12, ce que nos anciens auraient très bien pu faire, mais dont ils ne voulaient pas, encore une fois. La question du tempérament de Jean-Sébastien Bach. Le fameux bien tempéré de Jean-Sébastien, c'est quoi? On sait que Jean-Sébastien Bach accordait très rapidement et qu'il était très doué. Donc il avait peut-être une recette. Et là, Dominique Devy, dans son travail, dans son bouquin qui s'appelle le tempérament musical, et Devy est quelqu'un qui a du tempérament, mais autrement que musical, je vous assure. Il nous dit que malheureusement, on n'a pas une seule ligne de Bach. Et c'est là qu'intervient Normé Sparchou, on est en 1988, un mathématicien allemand, musicien et compositeur, qui se dit, mais en haut de la page de titre du clavier bien tempéré, il y a cette espèce de graffiti d'enroulement, et il se dit, voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et il pense bêtement, et c'est pas si bête que ça du tout, à la suite des quintes. Et il se dit, voyons, dans le milieu, là, on voit 3 enroulements qui sont simples. À gauche, c'est des enroulements avec une petite bouclette à l'intérieur, et à droite, 5 enroulements avec des doubles bouclettes. Voyons ça de près, et il théorise donc l'idée que c'était l'aide de mémoire de Jean-Sébastien Bach, et c'est loin d'être sot. Donc il y a eu plusieurs hypothèses comme ça, vous le regarderez, vous le retrouverez facilement sur Internet ou dans mon bouquin, jusqu'au moment où Johan Brocard a accepté de travailler sur le sujet. Donc vous voyez ici sur le graphe, à droite, que le C est un repère. Donc on peut considérer qu'on a affaire à la suite des quintes en ce sens, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, ou en partant de la gauche, Fa, Si, B, Mi, B, etc. Donc ici vous avez des enroulements vers la gauche, et ici vous avez des enroulements vers la droite. 3 quintes pures, donc qui sont pures, tout simplement. Ces enroulements vers la gauche, quand Johan va avoir fait les calculs, il me dit le problème c'est qu'on tombe sur des quintes qui sont à peine un petit peu plus grandes que pures. Je lui dis alors, Kirnberger, qui était l'élève de Jean-Sébastien Bach, a des tempéraments dans lesquels il utilise 2 quintes un peu plus grandes que pures. Je dis elles sont beaucoup plus grandes. Il me dit un battement toutes les 2 secondes. Je dis mais alors bingo. Et puis on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on a des battements sur de 2 secondes de réduction sur d'autres quintes, et puis les quintes pures. Tout ça est cohérent. Et on va voir aussi, on va y réfléchir, mais on se dit qu'au temps de Bach, on n'a pas de métronome, il arrivera en 1812, je crois, quelque chose comme ça. On n'a pas de métronome, mais le battement de seconde, ça a du sens, surtout pour quelqu'un qui est croyant, qui est relié à un système qui est temporel. Et donc, voilà à quoi on aboutit avec les calculs de Johan, qui a utilisé, je le dis pour notre mathématicien, les dérivées partielles. Qui est mathématicien ici? Ah, je croyais que le mathématicien était encore là, on ne l'a plus. Bon, mais ça s'appelle les dérivées partielles, et cet outil a permis d'arriver à ces valeurs-là. Alors, un 9, n'en tenez pas compte, dites-vous que c'est du 2 battements à la seconde, à peu près. Bon, on sait bien qu'on n'est pas des machines. Si vous allez sur mon site, vous aurez ce petit logo sur la page d'accueil, et vous pourrez écouter ce qu'on a appelé le bon tempérament, Milton, le mésotonique bien tempéré, en français, voilà. Le mésotonique bien tempéré. Vous avez un petit film où j'accorde en temps réel et tout en commentant, ce qui n'est pas toujours évident, où je commente ce que je fais à partir des valeurs qui sont indiquées dans le tableau de gauche. Donc ça, si vous le pratiquez, vous allez voir, c'est très doux. En tout cas, par rapport au mésotonique théorisé par Aaron qui sacrifiait 4 tierces, c'est beaucoup plus doux. Et on évite surtout ce que vous voyez en rouge, qu'on appelle la quinte du loup. Au lieu d'avoir ces 12 battements sur la quinte du loup, ben on est à du 0,5, vous le voyez à droite, dans le supposé bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Je ne jure pas, on ne garantit rien, mais on est très près donc d'un mésotonique dans l'idée, puisque c'est avec ça que Bach a appris à accorder son clavecin. Sauf qu'il critiquait le fait qu'on ne puisse pas accorder dans toutes les tonalités. Jusqu'à maintenant, on ne composait que sur 19 tonalités. Même Aynichen n'a pas fait mieux, il a fait 20 tonalités. Mais on ne pouvait pas composer dans 24 tonalités, il fallait sacrifier celle qui permettait de faire du très très beau sur le clavier blanc, sur le clavier diatonique. Alors Kellner l'a réinventé parce qu'il n'avait pas l'idée de ce graffiti. Il s'est pas basé sur le graphe. Lui, il s'est basé sur l'analyse des compositions de Bach. Et il s'est dit, bon, d'après ce qu'on sait de Bach, il devait avoir des tierces, des petites tierces bien chantantes, mais très resserrées sur le clavier blanc. Et donc, de belles tonalités sur Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur. Il a réinventé le Bach. Mais il n'est pas tombé loin de ça, hein. Il s'était inspiré du
sceau de Bach, c'est une espèce de blason avec une couronne, avec des perles et des... Ah non, ça c'est pas lui, ça c'est Francis. Ça c'est Francis. Kellner a fait vraiment une réinvention du système de Bach. Retrouvez-le. Et vous m'écrivez si jamais vous trouvez une indication comme ça. Kellner a fait par rapport à une analyse des œuvres de Bach. Et c'est déjà génial. Bach Kellner est pas mal du tout. Je crois que c'est un tempérament où vous avez la répartition du coma qui doit se faire sur 6 quintes, quelque chose comme ça. On peut le retrouver facilement. Ou 5, ouais. Donc voilà. Et alors que Carl Philipp Emanuel, dans son vers sourd, dans sa théorie de la musique, nous dit que à son époque, on a sacrifié la pureté, sous-entendu le mésotonique avec ses intervalles purs, et que dorénavant, on accorde pratiquement toutes les quintes, on réduit pratiquement toutes les quintes. Donc tu vois, on n'est pas sur l'idée de 5, mais on est plutôt sur l'idée de 7 ou 8, on ne sait pas. Il aurait pu être précis, ça ne nous aurait pas gêné du tout. Mais bon, le graffiti de Bach, c'est une bonne approche, c'est une bonne théorie. Et quand on compare donc le mésotonique traditionnel, regardez les sacrifices des vitesses de battement sur Fa dièse, La dièse, etc. Et chez Bach, on les divise par 2, et on est pratiquement dans nos tierces à peine un petit peu plus rapides. Mais je vous laisse imaginer les tierces réduites à 2 battements sur le clavier blanc, c'est quand même, c'est du velours, hein, c'est d'une douceur extrême, voilà. Donc, on peut s'en écouter un petit bout. Hein. Donc là, je vous propose le prélude. C'est le prélude en La mineur qu'on trouve sur le deuxième cahier. Pardon, je savais que ça serait dur de le couper. Alors, on a créé aussi d'autres outils, comme ce qu'on appelle l'incertitude d'Eisenberg avec Tony Pentou. Bon, les formules, je les tiens à votre disposition. L'intérêt de ce calculateur, c'est que il faut savoir combien de temps on doit enregistrer une fréquence sur une corde, en fonction de combien de temps on doit l'enregistrer pour avoir la mesure la plus fiable de la fréquence. Donc vous le voyez ici pour la première corde grave à 27 battements, à 27 Hertz, oui c'est pareil, à 27 Hertz grosso modo, et ben on doit enregistrer la corde pendant 20 secondes. Donc ça c'est vrai, c'est intéressant à savoir pour les utilisateurs d'assistants à l'accord, puisqu'on est tenu d'enregistrer, si on veut le faire bien, toutes les notes, toutes les cordes. Et quand vous avez du 220 par exemple sur le La2, grosso modo, et bien là vous pouvez vous réduire à 2 secondes, 50, 2 secondes et demie, et ainsi de suite vers l'aigu où ce sera beaucoup plus court. Bon, voilà un outil qui est indispensable pour faire bien les choses avec ces calculateurs, ces aides, ces assistances à l'accord. On en reparlera tout à l'heure. On a travaillé aussi sur ce qu'on appelle l'instabilité de la fréquence, pour lequel on a utilisé les outils du moment. Ça, c'était il y a autour de 2012 ou 2013. Et bon, on en vient au graphique. Voilà comment ça se passe. Au moment de l'attaque, pendant une seconde, on arrive à la fréquence la plus haute. Et c'est celle qui va vraiment frapper notre cerveau. Et c'est là-dessus que nous, on va se fixer pour accorder. Je vais vous le prouver tout de suite. La fréquence descend très doucement. Ça, vous pouvez l'entendre. Quand vous vous amuserez à isoler une corde, à l'écouter, vous retrouverez ce fossé. Alors, ça, c'est vraiment pour cette corde-là. Mais si vous prenez une autre corde, le fossé ne se trouvera pas, le trou de son ne se trouvera pas au même endroit. Donc, on a cette chute d'un coup pratiquement de 1 Hertz, qui est pas rien, puis ça remonte et progressivement, on rejoint la fréquence de départ. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais à l'instant, voilà ce qui se passe. Moi, quand j'ai accordé ces 3 cordes, j'ai accordé un coup de bol, 439,89 quand on a fait les mesures, par tranche de 0,02 secondes, ça nous a pris un petit peu de temps. La corde du milieu, 440,02, et un peu plus haute, la corde de droite. Par contre, le logiciel, le calculateur, quand il mesure tout ça, en fréquence globale, vous voyez qu'il trouve des résultats inférieurs. Pourquoi? Parce qu'il fait la moyenne d'une écoute sur 3 secondes de temps de durée. Mais sachez que votre oreille, elle frappe carrément sur le moment de l'attaque. Elle est vraiment obsédée par ce moment de l'attaque.
Ça, vous pouvez le vérifier tant que vous voudrez. La conclusion de ça, ma foi, c'est qu'il n'y a qu'une solution. Laissons tomber le diapason. La seule note qu'on a le droit d'accorder avec un appareil électronique, c'est le La3. Pourquoi? Parce que un diapason, il faut déjà, pour qu'il produise un 440, qu'il soit à 20 degrés de température. Et là, je vous pose la question, comment est-ce qu'on prend la température d'un diapason? C'est ça, avec le thermomètre. Donc, n'hésitez pas à prendre votre appareil pour faire la mesure du... Voilà. La fréquence globale aussi, je viens de le montrer, est inférieure à la fréquence qu'on installe nous à l'oreille. Donc, il ne faut pas se priver d'accorder avec notre diapason électronique. Là, c'est la représentation de 3 cordes, bleu, rouge et jaune. Et vous voyez qu'elles ne réagissent pas toutes les 3 en même temps. Vous comprenez mieux la difficulté des petites vibrations que vous entendez, des fois des petites choses qui vous gênent. Et quand on fait sonner les 3 ensemble, regardez, ça se passe en vert. Là, c'est carrément, c'est la cloche, quoi. Même quand on a perfectionné au mieux son unisson. La précision des accordeurs, on a pu l'observer de près. On a accordé 3 pianos Yamaha U1 et 4 pianos Yamaha U1 à 3 accordeurs. Donc, on a une banque de données de 12 tableaux, comme ça, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, en bleu, vous avez ce que TuneLab préconise de faire. Bon, très bien, ça, c'est le logiciel. Il a fait les calculs de Fa2 à Fa3. Et vous remarquerez quand même qu'il y a plusieurs constantes dans ce qu'on a fait nous, qui avons mal accordé par rapport à l'outil. Les constantes sont les suivantes. Sur le Fa2, qui est plus bas, les Fa dièses sont à peu près, on les a traités de la même façon. Les Sol dièses, les Do dièses, les Ré dièses. Et le Fa3, qui est aussi au-dessous de la fréquence de TuneLab. Mais quand vous prenez Fa2, Fa3, vous apercevez que notre octave est plus grande, quel que soit le copain ou l'accordeur qui est intervenu, est plus grande que la préconisation du logiciel. Pourquoi? Parce que le logiciel, soit il vous fait faire des tierces parfaitement à la bonne vitesse, soit il vous fait faire une octave parfaitement plate, et nous, on fait autrement. Alors, si on a fait la chose suivante, on a recopié le logiciel, on s'est dit après tout, on va corriger un des pianos et on va mettre tout ça, on va obéir au logiciel. Quand on a eu fait ça, on a pris un papier, un crayon, on est passé tous les 3 devant le même piano et tous les 3 on a relevé 2 cartes qu'on aurait volontiers corrigées et 2 quintes qu'on aurait volontiers corrigées. Et ça, vous le retrouvez dans Pianistique de 2016 ou quelque chose comme ça, où Marc Lapointe, qu'on n'a pas le bonheur de revoir cette année, qui a essayé tous les assistants à l'accord que vous pouvez imaginer, qui est un garçon absolument délicieux et extraordinaire, il l'a écrit dans Pianistique, que lui aussi, quand il a fini sa partition, qu'est-ce qu'il fait? Il l'écoute, il la corrige, et puis il dit au logiciel, surtout, prends en compte ce que je viens de te dire, tu me refais tous les calculs. Et il fait le reste, les extensions, à partir de ça, de la refonte proposée par le logiciel. On est un petit peu vicieux, enfin moi surtout. Voilà, là vous êtes devant l'accord d'un accordeur nippon et japonais, de chez Yamaha, qui a accordé son CF3. Et ce sont les fréquences qui ont été prises pour mettre dans les pianos silent. Donc on a enregistré chaque fréquence d'un silent. Et voilà ce que ça donne. Donc on a retrouvé l'accord d'origine de l'accordeur nippon. Et la ligne horizontale, c'est celle d'un PT100 Yamaha. C'est-à-dire que Yamaha a fait les calculs pour rien, puisque l'oreille humaine a préféré autre chose. Et si on avait regardé l'image précédente, vous apercevez que nous, les accordeurs toulousains, enfin de la région toulousaine, on est, même quand on est en désaccord avec le logiciel, on est à peu près à -1 ou -2 cents de désaccord. Et là, ça monte quand même sur le Ré dièse, ou à peu près à 3 cents et demi. Voilà. C'est un petit peu différent. C'est sans critique. C'est juste pour considérer ça. Alors, on peut l'écouter, je pense. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Bon, je vous ai pas mis le son. Si, je l'ai, pardon. Oh là là. C'est très frustrant, je sais. Pour moi aussi.
Et merci au passage à Hervé Dessau qui a fait tous ces enregistrements. Chaque fois que je l'ai appelé, il s'est mis à notre disposition. Merci à lui. L'oreille absolue. Alors voilà, on a pris 4 absolutistes. Je me suis mis en position d'accordeur. J'ai fait écouter dans ce cas précis, parce qu'on a fait plusieurs versions. Je leur ai mis un do quelconque, approximatif, voilà. Puis je leur ai fait écouter harmoniquement le do et le do dièse. Et je leur ai demandé de me dire si le do dièse était trop haut ou trop bas. Et au fond de moi-même, je rigolais, elle me dit, on se ramassait complet. Eh bien, pas du tout. Ils m'ont dit, non, la monte un peu, baisse un peu, là, c'est bon. Alors, on est passé au ré, j'ai fait écouter do et ré, et ben, pour pareil, ils m'ont dit, non, là, un peu plus haut, un peu plus bas. Et chaque fois, je faussais au hasard d'un quart de ton à peu près vers le haut, vers le bas. Et ben, ils me faisaient corriger tout ça. Alors, à part encore une fois, un des graphes, là, qui est complètement à côté de la plaque, ben, vous avez une des absolutistes en bleu, là, qui est pas mal du tout, et je peux vous faire écouter ce que ça donne. Alors là aussi, ça va rappeler un petit peu l'accord des CAP le premier trimestre, hein. Mais pour le baroque, pourquoi pas? C'est une passionnée de baroque, en fait. Oui, voilà. Bon, ça donne ça. Mais c'est déjà pas mal. Alors, tant qu'on est en train de parler des oreilles absolues, voilà, ça, on le doit à Marie Le Guen, que je remercie encore une fois beaucoup. On est en cours à l'ITEM, et enfin, un stage, je veux dire, en animation. Et là, je vais m'apercevoir que nos absolutistes, non seulement savent quelle note ils entendent lorsqu'on joue une note au hasard, mais en plus de ça, ils entendent les harmoniques, mais parfaitement, ils peuvent les nommer, et ils peuvent les mettre dans l'ordre par amplitude. Et là, j'étais complètement sidéré, donc il y avait Marie, qui s'en rappelle très bien, hein, n'est-ce pas Marie? Et il y avait Joseph Lemaire. Et donc je leur dis, bon, mais par exemple, là, qu'est-ce que vous entendez? C'est quelle harmonique qui domine? Ah là, c'est le troisième. Ah oui, le troisième, ils étaient d'accord là-dessus. Et là, ils réalisent, ils me disent, mais vous les entendez pas, vous, les harmoniques? Ben, nous les entendons normaux, on dit, ben non. Et là, ensemble, ils ont dit, mais alors comment vous faites? Eh bien, on se le demande encore, Marie, je n'ai pas la réponse. Donc, voilà, vous voyez, là c'est son Bechstein, et elle a analysé parfois elle entend jusqu'au 16e harmonique, elle l'a noté, donc voilà. Et si on se rapproche un petit peu, ça donne ça. Alors, elle a fait une autre découverte, Marie, ce jour-là. Elle a fait la découverte suivante, c'est qu'elle s'est aperçue que pratiquement jamais elle n'entendait le 7e harmonique, et je lui en ai donné des raisons. Voilà. Quels sont les instruments qui, selon vous, sont accordés parfaitement au tempérament égal théorique? Citez-moi des instruments, allez au hasard. Le Non, je dis le violon. Oh, si on mesure à chaque fréquence, on se doute que non. Bien, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un, si vous le considérez comme instrument, c'est le clavier numérique. Lui, il est parfaitement accordé au tempérament égal. Sinon, quand on mesure les guitares, ben voilà ce que ça donne. Donc, vous avez jusqu'à 5 scènes de différence. Si vous faites jouer ces 3 guitares, la folk, le jazz et la classique, sur une gamme chromatique, ben vous allez dans le mur. Enfin, auditivement, c'est catastrophique. Si vous faites pareil avec les saxos, ben là, c'est la même chose. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. Voilà ce que ça va donner. Et donc, on a jusqu'à 25 scènes de différence par rapport au tempérament théorique. Ce qui est intéressant, c'est de leur demander de corriger. Pour la faire corriger un saxophoniste, c'est pas difficile. Vous les faites entendre dans un casque un accord plaqué sur un clavier numérique, puisque c'est le seul instrument qui explique notre base de tempérament théorique égal. Et voilà ce que ça donne. Avec les petits carrés, ben, c'est quand ils jouent librement. Et avec la courbe reliée, ben, c'est quand on lui fait entendre les accords. Donc ça, on se rapproche un petit peu de l'horizontale, mais comme vous pouvez le constater, on n'est pas vraiment horizontal. Donc là, si on voulait écouter un piano accordé avec les fréquences de ce saxo ténor, voilà ce que ça donne. Pardon. Bon, on comprend mieux pourquoi certains les appellent les klaxons, je suis désolé. Alors je reviens maintenant à deux outils.
qui était connu à l'époque, donc on a fait avec ce qu'on avait, c'était en 2012 je crois. Et on a comparé donc deux outils, on va les appeler l'outil jaune et l'outil bleu. Vous voyez que pour ce qui est de réaliser de belles tierces, l'outil jaune est plus performant par rapport à la ligne rouge qui est celle des tierces majeures, et l'outil bleu est un peu moins performant. Qu'en est-il des tierces mineures? Pareil, l'outil jaune est plus performant, le bleu est à côté de la plaque, et on prend maintenant les cartes et les quêtes. Pour les cartes, c'est l'inverse, il faut mieux utiliser l'outil bleu. Et pour les quêtes, aussi, il vaut mieux utiliser l'outil bleu plutôt que l'outil jaune. Moralité, quand vous voulez accorder un piano avec des assistants électroniques, il vous faut deux outils, un pour faire les tierces, un pour faire les cartes. Bon, ça c'est la blague du jour, désolé. Vous n'avez rien préparé d'autre. Calculateur d'interaction harmonique, alors ça a coûté une blinde, mais c'est un outil qui est extrêmement intéressant et qui va vous aider à comprendre pourquoi, au début, quand on écoute ces fameux battements, on nous dit « mais tu les entends là, les waouh, tu les entends bien les battements ?» Et vous vous dites « oui, enfin il y en a plein quoi. » Voilà, je vais vous montrer pourquoi, comment ça se passe. Ici, à gauche, alors, suivez bien les flèches, on part de l'idée qu'on écoute du 100 Hz. Et ce 100 Hz, on entend, Marie nous l'a prouvé, 8 harmoniques. Enfin, elle les distingue, elle peut les nommer. Nous, on les entend forcément, on est incapable de les dissocier et de les nommer. Très bien. Et puis on va à la quinte supérieure, qu'on fixe à 150 Hz, on va dire c'est une quinte pure, très bien. Et là, on n'entend plus que 6 harmoniques. Qu'est-ce qui se passe si on a une non-linéarité de notre oreille de rang 1, nous les humains? On ne le sait pas pour le moment, on ne sait pas le chiffrer précisément. C'est-à-dire où on ne supporterait aucune distorsion, aucune fausseté. Et bien dans ce cas, vous avez le tableau à droite qui vous dit qu'on obtient, allez, on va dire une vingtaine d'intervalles de quintes dans les interactions, puis on obtient des cartes, vous le voyez, puis des tierces majeures, puis des tierces mineures. Voilà ce qui constitue, quand vous écoutez un intervalle de quinte sur le 100 et le 150 Hz, voilà ce que vous entendez. Et puis vous voyez des choses qui n'ont rien à faire là, qui ne sont ni des tierces mineures, ni des tierces majeures. Voilà la cacophonie qui vient à notre oreille. Sauf que notre oreille, on sait qu'elle se situe quelque part entre une non-linéarité de rang 2 et de rang 3. Si elle est de rang 2, voilà le tableau à gauche, vous voyez que les souillures et les salissures sont encore plus nombreuses, et là on va avoir 21 528 interactions. Si elle est de rang 3, comme on peut le supposer, comme certains chercheurs le pensent, on a, pour un rang 3, 165 600 interactions sur cette quinte précisément. Voilà ce que notre cerveau doit entendre et censé entendre. Alors ensuite, on a un outil dont il faudrait parler, mais il faudrait énormément de temps. C'est une usine à gaz. Il a obtenu de Harvard. Il a été conçu à Toulouse. C'est la Silicon Valley de la Garonne. C'est joli ça. C'est un outil absolument extraordinaire dans lequel vous pouvez entendre des Steinway, des Bosendorfer, des Kawai, etc. Vous irez voir. Vous pouvez corriger les harmoniques, vous en avez 8 ici. Modifier les amplitudes pour faire timbrer votre piano. Bon, c'est beaucoup plus rapide que de faire une belle harmonisation. Hein. Et puis si jamais vous ratez, là c'est pas grave, vous faites des lettres et vous reprenez à zéro. On peut corriger les longueurs de cordes, donc on peut aller jusqu'à 10 mètres de long. Quel est l'intérêt de fabriquer un piano de 10 mètres de long? Eh bien c'est parce que vous diminuez la raideur, et si vous diminuez la raideur, voilà, vous diminuez pratiquement, vous arrivez pratiquement à zéro d'inharmonicité et vous entendez ce qu'est un piano parfaitement harmonique. Et comme par hasard, on n'en a pas trop envie. Et pourquoi? On appelle ça l'angulaire. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Parce que c'est trop juste, en fait, c'est trop juste. Et voilà, c'est trop harmonique, ça ne correspond pas à l'audition, à notre voix qui a formé notre audition. C'est aussi simple que ça, en tout cas c'est une thèse. Donc voilà pour ce qui est de pianothèque. Et donc voilà les progrès de ce genre d'outils. Ici vous avez un son MIDI. Un piano numérique. Enfin, à l'époque, ils ont peut-être un peu progressé.
Donc ça, c'est un son reconstitué à l'aide de l'outil Pianothèque. Voilà, en gros, vous avez un autre outil très important, un outil majeur aussi qui a été produit par l'IRCAM. C'est un analyseur de spectre qu'on a appelé le snail, l'escargot, en raison de la représentation donc, des fameux partiels de nos pianos qui ne sont pas des harmoniques, qui sont de fausses harmoniques. Je dis fausses harmoniques parce que harmonique, c'est un garçon. Je ne voudrais pas m'attirer les foudres de LGBT, je ne veux pas faire dans le genre, mais harmonique, c'est un terme masculin, comme un partiel d'ailleurs. Et donc, la représentation se fait en escargot, puisque plus on va vers les harmoniques aiguës, et plus on se distancie de l'harmonique théorique. D'accord ? Certains étaient peut-être là, certains ou certains d'entre vous, lorsqu'on avait présenté l'analyseur de spectre, je ne sais plus en quelle année c'était, il y a, oui, en 2018 ou quelque chose comme ça, avec Thomas, qui en est l'inventeur, hein, et Charles Picasso au milieu, qui était un très bon pianiste, un très très bon compositeur de musique contemporaine, qui lui est le développeur de cet outil. Et on l'avait présenté donc dans le cadre d'Europiano. Et j'avais accordé une octave donc avec cet appareil rigoureusement. Et là aussi, il ne tenait pas compte de l'inharmonicité du piano. Et quand j'ai fait écouter la suite des quintes et la suite des quartes, j'avais demandé aux accordeurs de lever la main s'ils entendaient quelque chose. Et comment il a été sidéré parce qu'il a vu 80 mains se lever d'un coup en même temps. Et ça, c'était pour lui, c'était pas possible. Il était terrorisé. Alors, il sait très bien pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la version 2. Sauf que, eh bien, ils attendent les budgets à l'IRCAM. Hein. Il devait arriver une certaine année et puis il y a eu le Covid. Ah mince. Et puis après le Covid, ben, il y a eu, vous savez, il y a l'Ukraine, et c'est terrible. Et après l'Ukraine, il y aura sûrement autre chose. Donc d'année en année, comme ça, l'IRCAM attend pour faire la version 2 et avoir l'outil le plus performant de la planète, qui lui prendra en compte tous les éléments dont je vous ai parlé, qui ne sont pas pris en compte pour le moment par les logiciels. Le logiciel sera plus performant en théorie, et en pratique d'ailleurs, que l'oreille humaine, le jour où on lui donnera toutes les composantes d'une corde, de toutes les cordes, c'est-à-dire sa longueur, son diamètre, les erreurs de diamètre sur la longueur, puisqu'une corde s'étire malheureusement anormalement, ce qui fait que des fois sur une corde, vous avez l'impression, c'est pas une impression, vous entendez deux notes. Vous entendez deux notes pourquoi ? Parce qu'il y a un nœud quelque part, ça s'appelle un nœud physique, hein, et quand il y en a deux nœuds, ben c'est encore pire. Donc le jour où on donnera tous ces éléments logiciels, le matériau qui compose, l'âme qui compose le fil de cuivre, enfin, etc., les newtons, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, cet outil sera plus performant que notre oreille. Jusque-là, on a encore de l'espoir. Et je finirai en vous disant que tout ce que je viens de vous dire est extrait de ce bouquin qui s'appelle Le clavier bien tempéré. Donc si vous voulez en savoir plus, ben, soit vous le feuilletez, soit vous venez à la maison, à l'ITEM, qui nous reçoit très gentiment depuis quelques années. Ce sera avec plaisir, vous voyez une ambiance qui n'est pas trop mauvaise, on y mange correctement, on y dort peu. Voilà, je vous remercie de votre attention, c'était très sympa.